Merci. Nous avons nos 3 intervenants pour cette série. Merci beaucoup. J'avais oublié une question sur les ex-combattants, c'est ça? Oui, c'est à vous. Excusez-moi. Voilà, sur les ex-combattants. Je vous ai dit que nous étions à plus de 60%. Mais ça va vite. Hein. Nous étions, il y a 2 ans, à peine à 20%. Et le cap est donné à ce que le maximum soit réglé avant les élections. Et je vous ai dit tantôt que la semaine dernière, nous étions à l'ENSOA. Nous avons remis les épaulettes à 1922 élèves douaniers. Et bientôt, il y a d'autres corps qui vont en recevoir. Notamment, il y a la police municipale, il y a les sapeurs-pompiers. Ça, c'est ce qui relève des corps paramilitaires. Pour le reste, nous avons des programmes de réinsertion socio-économique. Et si vous étiez avec nous à Niamey, vous avez dû voir que beaucoup d'entre eux apprennent des métiers. Et aujourd'hui, nous avons mis en place des centres de socialisation où tous ceux qui sont encore en armes, qui sont avec nous, hein, n'est-ce pas, ou qui sont chez eux, restés chez eux avec les armes, puissent intégrer ces centres de socialisation qui peuvent aujourd'hui accueillir à peu près 10 000 éléments. Donc, ce travail est en cours par l'ADDR. Je suis persuadé que dans les 3 prochains mois, on verra encore un gros lot, puisqu'il en reste maintenant près de 20 000 hein, à réinsérer. Je pense qu'on pourrait être au bout de l'effort. C'est un gros effort, mais on s'y est mis. Et je voulais saluer ici la présence de nos partenaires, dont l'OMICI et les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous apportent beaucoup en la matière. Ils sont ici certains, donc, pour nous aider à résoudre ce problème. Je peux vous dire que si ce n'est pas certains pays, donc ils sont 10 ans, 20 ans après, encore en train de mener des opérations DDR. Donc, ce n'est pas un travail facile, parce que quand l'individu est en arme, il faut déjà le convaincre pour déposer son arme et ensuite le mettre dans un programme pour son propre intérêt. Et la plupart de ces jeunes veulent aller dans l'armée, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une armée avec 100 000 hommes, ce n'est pas possible. Voilà, compte tenu des capacités du pays, mais aussi des ambitions politiques et de notre approche de la question militaire. Alors, sur Info, bon, désolé que je n'ai plus donné les effectifs de l'armée, c'est le secret de défense. Je ne peux pas les donner. Passez à mon bureau, on va échanger là-dessus, si ça vous intéresse. Alors, sur 4 ans après, les militaires en exil, oui, il y en a, mais je pense qu'ils ne doivent plus être très nombreux. Nous avons commencé l'opération de rapatriement en juillet 2011. Et aujourd'hui, je pense que on peut considérer que peut-être à peu près une centaine, 150 sont rentrés. Parce qu'il y en a qui rentrent tranquillement, mais ces derniers temps, l'opération que nous avons menée nous a permis de faire entrer 27 éléments. Je le dis parce que vous avez dû voir, vous étiez certainement avec nous au ministère de la Défense, on a reçu des centaines, voire des milliers. Mais à la vérité, sur ces 3 000 à 4 000 éléments qu'on a reçus, il n'y avait que 200. Pour nous, le militaire, il faut qu'il ait un matricule. Sur ces 200 qui avaient des matricules, uniquement 27 étaient partis suite à la crise post-électorale. Ils ont été intégrés depuis le mois de janvier 2014. Ils ont repris leur place dans l'armée. Tout le reste, ils ont été donc, j'allais dire, radiés des effectifs en 2008 et en 2009, c'est-à-dire très loin d'aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec la crise actuelle, pour des raisons diverses, hein, raisons d'indiscipline, raisons de manquement, hein, violation de consignes, etc. Traduction devant le conseil de discipline, jusqu'à la conduite, donc, n'est-ce pas, de radiation. Cela réclame qu'on les intègre, mais ce n'est pas possible en l'état, voyez-vous, puisque la consigne donnée par le président de la République, c'est ceux qui se sont exilés pour raison de cette crise post-électorale. C'est bien précisé. C'est-à-dire si vous êtes en exil depuis X années, ça, on n'est pas concerné par ça. Ensuite, pour le reste, c'était des miliciens. Des miliciens exilés en interne, c'est-à-dire après la crise, ils ont rejoint leur village, ils ont rejoint leur chez-soi, et puis après, lorsqu'on a fait l'appel, ils sont revenus. D'autres étaient en exil extérieur dans les pays voisins, essentiellement. Alors, est-ce qu'il en reste encore beaucoup à l'étranger? Je ne crois pas. N'oublions pas qu'on a une crise
avec mort d'homme, il y a eu 3000 morts, il n'est pas exclu qu'il y ait certains qui aient perdu la vie dans ce conflit. Les plaques vite teintées, mais je vais vous dire à l'inverse, ça a vraiment diminué. En soyant sincère, ça a vraiment diminué. En 2011, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans voir un véhicule avec une plaque banalisée, avec des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui faisaient le rodéo. Vous ne voyez plus cela. C'est vraiment des cas isolés. Le gouvernement a pris une mesure. D'ailleurs, la mesure est passée maintenant à la police. Au début, la mesure était du ressort de l'armée, parce qu'on estime que ceux qui se véhiculent, soit vite teintés ou plaques fantaisie, étaient des hommes en armes. Donc, il fallait une réponse appropriée pour les traquer. Ayant estimé que la situation s'est fortement améliorée, nous avons concédé cette responsabilité à la police. Et lorsque la police a besoin de nous, de nos hommes, on les met à disposition. Donc, la procédure est très simple. Si vous avez des véhicules, vous voulez avoir des véhicules à vite teinté, il faut saisir la police. Si vous constatez des véhicules de cette nature, saisissez la police. De toute façon, si vous nous saisissez, il n'y a pas de problème, on va les transmettre à la police. Et ensuite, pour ce que vous voyez, en général, je pense que ce sont des cas isolés, mais on continue. Je crois qu'on ira jusqu'au bout pour vraiment éliminer ce phénomène. Maintenant, il y a des véhicules vite teintés pour des raisons expresses. Par exemple, des ambulances, des véhicules spéciaux, hein, et puis des plaques aussi pour des dissimulations qu'on ne peut pas ici expliquer. Ça, c'est de notre ressort. Mais pour le reste, la police s'en charge. Alors, notre ami nous a parlé de l'équilibre, hein, c'est ça. En fait, c'est la structure. C'est pour ça que nous avons fermé l'ENSOA. Donc, en réponse à votre préoccupation, le président de la République a demandé à ce qu'on suspende la formation à l'ENSOA, la formation des sous-officiers, pour absorber cette décision. Donc, pendant 2 à 3 ans au moins, l'ENSOA va se charger de former ces jeunes promus